en PCSI. Et cette conférence, aujourd'hui, s'inscrit dans un projet un peu plus transversal qui a été initié par Madame Modolo autour de la physique nucléaire. Donc un projet qui est en 3 temps. Le premier qui concernait la vision du film Oppenheimer de la semaine dernière. Le second temps qui concerne plus un aspect scientifique, donc plutôt pour vous, étudiants de PCSI et lycéens scientifiques, on va dire. Et un dernier temps qui se déroulera la semaine prochaine, qui est plus initialement à destination des élèves de CG, mais auxquels vous êtes bien sûr conviés, et qui concernera les enjeux géopolitiques du nucléaire. Voilà. Donc ce sera une conférence qui aura lieu vendredi prochain et qui sera tenue par M. Vasquez, professeur d'histoire géo dans la filière ECG. Voilà. Donc aujourd'hui, on va discuter des modèles de représentation de la matière et on va voir notamment que cette idée-là n'est pas née d'aujourd'hui et en fait elle démarre quasiment de la Grèce antique jusqu'à de nos jours et elle se poursuit aujourd'hui. On commencera par discuter un petit peu de certains aspects historiques de cette représentation, donc depuis la Grèce antique jusqu'à, on va dire, fin 19e, et puis on verra qu'à cette époque-là, on va assister à une petite révolution, on va dire, pour ne pas dire une grande révolution, qui nous mènera ensuite jusqu'au principe, on va dire, des réactions nucléaires dont vous avez entendu parler dans le film. Donc la troisième partie, je l'espère, répondra à certaines questions que vous avez pu vous poser en regardant le film. Donc je vous souhaite une bonne conférence. Alors, les premiers modèles dont on a trace, ce sont les modèles datant d'environ 400 à 500 avant Jésus-Christ et qui sont proposés par ce que je qualifierais, moi, néophyte, philosophes, Démocrite, Leucippe, entre autres, qui proposent pour la première fois, en fait, le terme d'atome. Donc pour eux, la matière, c'est un assemblage d'atomes qu'ils voient comme des sortes de briques et ils leur attribuent, en fait, déjà certaines propriétés. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, cette description atomique qu'on estime être dans un vocabulaire très moderne, en fait, c'est quasiment la description la plus ancienne de la matière qu'on a. C'est ce terme-là, le terme d'atome. Alors, ils leur attribuent des propriétés, ils sont insécables, ils sont très petits, donc on ne peut pas les voir. Donc, bien sûr, il n'y a pas à l'époque d'instrumentation permettant de voir infiniment petit. Il n'y a pas de microscope, il n'y a pas ce genre de choses. Mais on a déjà l'idée qui est assez intéressante, c'est que ce qu'on voit à notre échelle est en fait composé de choses beaucoup plus petites. Donc il y a quand même l'idée qu'il y a une partie visible qui n'est que justement la partie visible, mais qu'il y a des choses invisibles en dessous, et que on va être obligé un peu, pour le moment, de leur attribuer des propriétés un petit peu d'ordre philosophique, voire même d'ordre un petit peu, j'ai envie de dire, de ce qui peut toucher l'ordre du divin, puisqu'on leur accorde un caractère éternel. Voilà, il n'y a pas de vide à l'intérieur, donc on est vraiment sur du concret, du dur, entre guillemets. Et puis, quand même, ce qui est bien, c'est qu'on leur attribue quand même une infinité de formes possibles. Parce qu'on voit bien que la matière, à notre échelle, elle peut prendre plein de formes. Alors on se dit, ça doit être pareil à l'échelle microscopique. Alors, voilà l'idée de base. Et alors on peut trouver, du coup, des atomes, selon eux, de toutes les formes, pourvu que ça s'accroche. Donc c'est un petit peu les représentations que je vous ai proposées. Donc vous en trouvez une infinité. Donc ça, c'est voilà, les premiers vocabulaires qu'on peut trouver autour de la matière. Et bien sûr, à l'époque, il n'y a pas de preuves au sens expérimental que l'on connaît aujourd'hui. Donc on est essentiellement sur une description plus ou moins arbitraire, on va dire, avec des raisonnements qui tiennent, on va dire, aujourd'hui plus ou moins la route. Et puis ça a survécu un certain temps, et puis arrive l'époque d'Aristote, qui est le plus connu de ce mouvement, mais c'est pas le seul,
où il est question des 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Et donc on balaye un petit peu cette idée que les atomes sont d'une infinité de formes possibles, etc. Et en fait, tout est une combinaison, je dirais une combinaison linéaire, mes collègues de maths. Donc tout est une combinaison linéaire de ces 4 éléments. Voilà. Et puis donc il n'y a pas de vide. Hein. Et puis ben voilà, il y a toute une théorie autour de ça qui est bâtie, pas seulement dans la représentation de la matière d'ailleurs, mais même dans ce qui peut être des caractères des personnes. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être fougueux, etc., va être vu comme quelqu'un majoritairement avec un tempérament composé de feu, ce genre de choses. Et donc il y a toute une théorie qui s'échafaude autour de ça, qui tient là encore plus de raisonnement, on va dire aujourd'hui peut-être philosophique, plus que scientifiquement vraiment établi au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc ça c'est voilà, la grande époque d'Aristote, et puis on va faire un bond de plusieurs siècles, et on arrive vers le Moyen-Âge, entre autres, où il est question à ce moment-là beaucoup d'alchimie. Alors l'alchimie, on la résume souvent à la transformation du plomb en or, mais en fait c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. L'alchimie, c'est la recherche quelque part de l'éternel. Et donc en fait, on cherche à transposer, à transmuter des éléments. Alors évidemment, on ne sait pas encore ce que sont les éléments chimiques, donc on cherche à transformer la matière en quelque chose d'éternel. Et ce quelque chose, l'histoire a voulu que pour beaucoup c'était l'or. Donc souvent, ce qu'on retient de l'alchimie, c'est l'idée qu'on veut transformer du plomb en or. Alors, évidemment, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas possible, en tout cas pas par les moyens envisagés à l'époque, mais il y a quelque chose d'assez intéressant à retenir dans cette période de l'alchimie, c'est l'idée qu'on peut transformer la matière. Et ça, c'est quand même une idée qui va rester dans la chimie moderne, et dans la physique aussi, qui est qu'on peut transformer les choses. Alors, la chimie organique, vous avez appris, on peut passer d'une molécule à une autre, etc., avec des propriétés très différentes. Donc les procédés envisagés à l'époque ne sont bien sûr pas les procédés d'aujourd'hui, et il y a même une forme de... Les alchimistes forment même quasiment une caste particulière dans la population. C'est vu quand même comme des gens qui ont une grande connaissance, et on se refile les tuyaux entre alchimistes initiés, et il s'agit quand même d'un savoir, il s'agit quand même de connaissances. Donc on se divulgue des protocoles expérimentaux, etc., mais entre personnes initiées. Donc tout le monde n'a pas accès à ces connaissances-là. Alors ça va rester en l'état pendant plusieurs siècles, à nouveau, et on va arriver vers une période qui devient un peu plus... qui va nous parler un petit peu plus, c'est la fin 17e et le début du 18e. Alors, on va trouver des écrits comme ceux de Boyle. Alors, Boyle, c'est quoi son idée? C'est en fait d'étudier donc ici, on pourrait reconnaître l'ancêtre un peu du ballon. Et en fait, Boyle, il s'intéresse, lui, au comportement des gaz. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Boyle? Il cherche, en fait, à comprimer ou à détendre des gaz. Alors ici, on peut imaginer qu'il peut y avoir un piston, et en fait, ce piston va pouvoir le faire monter ou descendre avec cette manivelle. Alors la pression, on n'a pas à l'époque, évidemment, une description de la pression comme on l'entend aujourd'hui, comme on a pu le voir en cours en PCSI. Il ne s'agit pas de décrire ça avec la vitesse microscopique des particules, etc. Il s'agit de décrire la pression comme étant une force qu'on va appliquer sur une surface, et ça par contre, on sait déjà, depuis les travaux de Pascal, on sait déjà assez bien étudier ce genre de choses. Alors, que fait Boyle? En fait, il comprime ou il détend le gaz qui est à l'intérieur. Et il travaille à température constante. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que le produit PV est constant dans ces conditions. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça doit tous vous parler, étudiants et lycéens. PV égale constante, bah oui, si on a en tête l'équation de l'état PV égale RT, le ballon il est fermé, donc la quantité de matière est constante, et si T égale constante, bah je trouve que PV égale constante,
C'est prédit, on va dire, par le modèle du gaz parfait. Bon, à l'époque, évidemment, on ne connaît pas ça. Alors, l'apport de Boyle, c'est donc cette équation-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une des premières fois qu'on a une équation. Donc, pour décrire le comportement de la matière, on a maintenant une équation. C'est PV égale constante. Alors, quand déduit Boyle de ça, il en déduit, si on peut comprimer et détendre un milieu, bien c'est que les molécules, en fait, c'est que je peux, alors, il n'y a pas le terme molécule évidemment, mais ça veut dire que les particules de gaz, je peux les éloigner ou au contraire les rapprocher. Et donc pour lui, ça signifie quand même que la matière doit être composée d'atomes, doit être composée d'entités qu'on va pouvoir en fait l'éloigner, rapprocher, etc., etc. Il y a une forme d'élasticité qui est propre au gaz. Et alors, il poursuit son raisonnement un peu plus loin, et il arrive à quelque chose de très intéressant, c'est l'existence du vide. Parce que finalement, il se dit, en fait, si PV égale constante, si je détends le gaz à l'infini, si je lui propose un volume infini, je dois trouver que la pression va tendre vers zéro. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que ça veut dire que la pression tend vers zéro? Si la pression tend vers zéro, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui vient appuyer sur les parois. Et donc, s'il n'y a plus rien qui vient appuyer sur les parois, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir du vide. Donc, pour l'instant, voilà où en est Boyle, c'est que la matière doit être composée de particules primaires, et puis, si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, je dois arriver à du vide, ou à du quasiment vide. Alors ça, c'est quand même assez nouveau, et puis surtout, c'est quand même un des premiers moments où on a quasiment une preuve expérimentale de ce qu'on avance. Alors, si on continue un petit saut dans le temps, on arrive à une époque encore un peu plus moderne, c'est fin 18e, et c'est l'apport de Lavoisier. Alors, Lavoisier, vous en avez entendu parler normalement assez souvent, et ce que vous avez dû retenir de Lavoisier, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, ce que apporte Lavoisier en termes de pratique scientifique, c'est l'apport systématique de la balance. Ok. Et donc, il remarque quoi? Lavoisier, il remarque que la masse globale du système, en fait, se conserve. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Et puis, on voit bien, d'un point de vue des protocoles, à rentrer dans quelque chose d'objectif. On commence à mesurer des grandeurs qui sont objectives. La pression, le volume, les masses, etc. Ça veut dire qu'on va pouvoir reproduire aussi les expériences. Et Lavoisier, il identifie aussi déjà quelques éléments chimiques, l'hydrogène, l'oxygène, entre autres. Alors tout ça, ça continue et ça nous amène vers une époque qui va être, que je qualifie de tournant. C'est le début 19e, fin 19e, début 20e. Alors dans les dernières années du 19e siècle, en 1895, Wilhelm Röntgen découvre l'existence de rayons mystérieux qui sont très pénétrants, qui peuvent même traverser les corps, etc. C'est les rayons X. Alors, je vous passe les détails de ces découvertes, on pourra en reparler si vous voulez. Mais donc, ces rayons-là suscitent à cette époque une grande interrogation parmi les physiciens. Et donc, tout le monde se met à étudier les rayons X. Parce qu'on va le voir, en fait, on sait les produire depuis déjà pas mal d'années, sauf qu'on ne les avait pas vus. On n'avait pas remarqué leur présence. Donc je vous en parle souvent, pour pouvoir mettre en évidence la présence de quelque chose, il faut avoir une idée de ce que c'est que ce quelque chose. Et donc là, les rayons X, c'est un peu comme ça qu'ils ont été découverts. Et alors il y a un physicien français, Becquerel, donc c'est lui, qui part d'une hypothèse, qui est que l'uranium est fluorescent, donc ça c'est son hypothèse de départ. Et donc, si je l'éclaire par le soleil, il va emmagasiner de l'énergie et il doit réémettre cette énergie sous forme de rayonnement. C'est ça la fluorescence. Donc, la fluorescence, c'est une forme de transformateur de longueur d'onde, si vous préférez. Vous l'éclairez sous une longueur d'onde, du visible en l'occurrence, et il doit émettre sous une autre longueur d'onde éventuellement, mais c'est ça qu'il doit faire. Donc ça, c'est son hypothèse de travail, et ce qui l'intéresse lui, c'est de savoir quelle est la nature de ce rayonnement. Et il pense que ce sont des rayons X. Et en fait, c'est ça qu'il veut vérifier. Alors les rayons X, on commence à avoir
quelques informations dessus. Donc ça, c'est des données un peu plus actuelles. Mais donc, il se dit, je vais exposer le 7 d'uranium au soleil, et puis je vais essayer, comme l'a fait Röntgen pour mettre en évidence les rayons X, je vais essayer de travailler avec des plaques photographiques. Alors, c'est souvent des mélanges de plusieurs substances censés révéler donc la lumière X. Sauf que l'histoire, alors est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est 100% vrai? L'histoire dit que ce jour-là, il fait pas beau. Et donc, Becquerel, il range son matériel dans le tiroir, il range ses plaques photo, il range les 7 d'uranium, et il s'en va. Et il revient quelques jours plus tard, et voilà ce qu'il voit sur les plaques photo. Donc il voit en fait une impression. Et il se dit, c'est bizarre, parce que si c'était le 7 d'uranium qui était fluorescent, je ne l'ai pas éclairé au soleil, le 7 d'uranium. Donc normalement, il n'aurait pas dû émettre de la lumière. Sauf que, il s'est dit, il y a quand même un truc qui s'est passé. Et il en déduit la chose suivante, il en déduit qu'en fait, les rayons émis par l'uranium n'ont absolument rien à voir avec la fluorescence. Et en fait, ils doivent être issus d'un processus interne à l'uranium lui-même. Et donc, il s'est dit, ça veut dire que c'est l'uranium lui-même qui émet ce rayonnement. Et donc, ça, c'est la découverte, en fait, de la radioactivité. Donc, la radioactivité, c'est un phénomène qui est interne à la matière. Et pour la première fois, on a la preuve expérimentale qu'il y a un rayonnement qui est émis spontanément par la matière sans qu'il y ait une excitation préalable par une source extérieure. Donc c'est ça, en fait, l'apport de Becquerel. Alors vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, tout le monde se met à étudier les 7 d'uranium, et tout le monde se met à chercher potentiellement à reproduire finalement l'expérience de Becquerel. Donc on se met à faire l'expérience de Becquerel avec tout un tas de matériel. Alors, pour la petite histoire, les Curie, bien entendu, font partie de cette dynamique de recherche. Et donc, dans le tout début du XXe siècle, les Curie vont recevoir le prix Nobel avec Becquerel pour la découverte de leur radioactivité. Voilà. Alors, tout ça suscite quand même un grand émoi. Et donc tout le monde se met à étudier un petit peu ces rayonnements-là, et c'est le cas notamment de Thomson. Alors Thomson, il s'intéresse aux rayons cathodiques. Alors les rayons cathodiques, c'est quoi? En fait, on impose ici une haute tension entre une cathode et une anode, donc concrètement un pôle plus et un pôle moins. Donc là, c'est le pôle moins, donc là vous avez une espèce d'usine à électrons, j'ai envie de dire, et là vous avez un pôle, au contraire, qui va être un aimant à électrons, ok? Les moins et les plus s'attirent. Et chose que l'on connaît, et par lesquelles c'est comme ça que Röntgen avait découvert la radioactivité, sans ce dispositif-là, Röntgen, vous imaginez, en fait, donc là, il y a plein de moins qui vont s'accumuler, et au bout d'un moment, ils vont être attirés par le pôle plus. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire, les électrons? Nous, on sait aujourd'hui que c'est des électrons, à l'époque, on ne savait pas. Ils vont traverser, ils vont être attirés par le pôle plus, et puis, on va percer un petit peu ici le pôle positif, ce qui fait qu'il y a certaines particules qui vont traverser et qui vont venir ici éclairer une substance fluorescente. Et c'est par ce biais-là, en fait, cette substance-là réémet, elle, Röntgen, c'est comme ça qu'il avait procédé, cette substance-là réémettait en fait des rayons X. Alors, donc Thomson, lui, il veut étudier en fait la nature de ce rayonnement. Il ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe après, par contre, il s'intéresse à ce rayonnement-là. Et il veut savoir, est-ce que ça aussi, c'est des rayons X? Notamment. Ou en tout cas, s'ils sont constitués de particules, de quelles particules sont-ils constitués? Alors pour ça, il va procéder avec ce petit dispositif qui est en fait dans le principe relativement simple, vous allez voir. Donc ici, on reconnaît les deux plaques comme un condensateur, un pôle positif, un pôle négatif. Le condensateur étant alimenté par ce générateur-là. Et ici, S et L, qui sont deux bobines, alimentées par elle aussi un générateur qui n'apparaît pas sur l'image. Et ces deux bobines vont créer donc un champ magnétique. Dans le condensateur, ici, on va avoir un champ électrique. Et on sait que les particules chargées sont déviées normalement par les champs électriques et magnétiques. Et donc il se dit, en fait, je vais faire passer ça là-dedans, et on va voir ce que j'obtiens. Et il met ici une substance qui est capable de détecter donc, les particules. Alors là aussi, c'est
platinocyanure de je ne sais quoi, et il fait le vide dans le tube pour limiter évidemment toute interaction possible entre ces particules qu'il ne connaît pas ou qu'il cherche à détecter et ce qui pourrait être dans le tube. Donc la tension imposée ici, vous voyez, on est de l'ordre de 10 000 volts, et puis la pression dans le tube, on est de l'ordre de 100 pascal. Donc on est quand même très bas. Je rappelle que la pression atmosphérique, c'est 10 puissance 5 pascal. Alors ça, voilà ce que fait Thomson, et alors il obtient les résultats suivants. Il l'alimente d'abord par un champ électrique descendant, comme ceci, et il trouve que la particule est déviée vers le haut. Donc ça, c'est le vecteur vitesse de la particule. Et puis, il confirme ce résultat en changeant le sens du champ électrique, et puis cette fois-ci, la particule est déviée vers le bas. Alors, comme on sait que F égale QE, il en déduit que la force, elle est collinéaire de sens opposé à E, en fait. Okay, E vers le bas, la force, elle est vers le haut, parce que la déviation, elle est vers le haut. Donc, il en déduit quoi? Et de ça, il en déduit qu'il doit y avoir des charges de particules négatives. Et puis, il va confirmer son résultat en appliquant cette fois-ci un champ magnétique. On retrouve ici la vitesse des particules. Et puis, on connaît la formule de Lorentz. Lorentz, c'est fin 19e, début 20e. Donc ces formules-là, on les connaît déjà. Elles sont issues pour beaucoup de l'électromagnétisme. Et cela confirme le signe qu'il avait prédit pour la charge. Il trouve que QV vectoriel B, c'est dans ce sens. Et si je change le sens de B, hop, QV vectoriel B, c'est dans le bon sens. Ça va? Alors, le truc, c'est qu'il se dit, très bien, j'ai compris, ça veut dire qu'il y a des charges de particules, de charge négative. Sauf que, évidemment, il aimerait bien remonter aux caractéristiques de ces particules. Donc, notamment leur vitesse. Alors, il utilise un dispositif assez ingénieux, on leur fait confiance là-dessus, qui est que je vais m'arranger pour que les champs E et B, je vais régler leur intensité. Donc B, je vous rappelle, il suffit de régler le courant dans les bobines, ça vous donne la valeur de B, ça on sait faire. Et puis la différence de potentiel entre les deux plaques nous donne le champ électrique, via la distance entre les deux plaques. Et donc ça, il règle le champ E et B pour que la somme des forces soit nulle. Alors vous allez me dire, pourquoi il fait ça? Parce que comme ça, principe de l'inertie, si la somme des forces qui s'exercent sur une particule est nulle, le mouvement il est rectiligne uniforme. Et par projection de cette relation, il trouve finalement le rapport E sur B qui est égal à L. Et donc ça lui permet en fait d'accéder à la vitesse. Et il trouve 50 000 km par seconde comme ordre de grandeur. Donc on est évidemment très loin de la vitesse de la lumière. Donc il en déduit quoi? Il en déduit que les rayons cathodiques, les rayons qu'il étudie, ils sont constitués de particules chargées négativement et qui se déplacent à une vitesse inférieure à c. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec de la lumière. Alors, évidemment, ça suscite son intérêt, et il poursuit un peu plus loin en se disant, maintenant je vais essayer de mesurer la déviation angulaire ici. Donc entre le rayon émergent, on va dire, sortant du condensateur, et quelle serait la direction incidente. Ça, c'est l'angle alpha. Et l'angle alpha, petit exercice de PCSI, donc normalement mes étudiants, vous devez reconnaître cet exercice-là, on l'a fait. On peut montrer assez rapidement quand même que tangente alpha, ça fait Q sur M, facteur de E sur L v carré. L étant la dimension d'une plaque, la largeur d'une plaque. Et V, bien sûr, la vitesse de les particules. Alors comme, bien sûr, maintenant il connaît la vitesse, il va mesurer alpha, et connaissant E aussi, il va déduire le rapport Q sur M. Et il trouve une certaine valeur, qui est à peu près 2000 fois la valeur du Q sur M pour le H+. Alors, bon, c'est intéressant. Et puis surtout, ce qui devient très, très intéressant, c'est qu'il dit, tiens, en fait, la cathode, je vais la remplacer par d'autres matériaux. Et on va voir ce que je vais trouver. Et en fait, il remplace par de l'aluminium, ou par du fer, ou par du platine, enfin, tous les métaux qu'il connaît à cette époque, et il trouve en fait que le rapport Q sur M en valeur absolue, c'est toujours le même. Et ça, évidemment, c'est vraiment l'apport important de cette expérience. Et ce qu'il en déduit surtout, c'est de se dire, j'en déduis que tous ces éléments, ils doivent être constitués d'une même brique élémentaire, en fait. C'est une sorte de dénominateur commun de tous les
éléments qu'il a pu tester. Et donc il dit que ça doit être la charge d'un corpuscule, alors il ne sait pas encore que c'est l'électron, mais que je vois comme étant une brique dont les atomes doivent être tous constitués en fait. Et c'est ça son apport, c'est de se dire il y a un aspect universel là-dedans. Voilà ce que découvre Thomson. Alors Thomson, il a des étudiants, il propose ce modèle-là, donc une sorte de pudding, on l'appelle souvent comme ça, qui est en fait une sorte de gruyère de charges positives dans lesquelles on vient incruster des charges négatives, des électrons, dont il a mesuré le rapport Q sur M. Voilà. Ça, c'est le modèle que lui propose. Alors, je vous ai mis les valeurs qu'aujourd'hui on connaît pour la masse de l'électron ainsi que sa charge. Et donc, comme je le disais, Thomson, il a des étudiants, dont Rutherford. Et Rutherford, il va poursuivre dans cette voie-là. Lui aussi, il veut chercher à comprendre ce qui se passe dans un atome. Et donc, Rutherford, il prend une source de particules alpha. Donc ça, on voit que l'importance aussi des découvertes préalables, ça, c'est issu des découvertes sur la radioactivité. Donc, vous voyez, ça va très vite. On découvre la radioactivité vers 1900, à peine quelques années avant. Et ça y est, 5-10 ans plus tard, Rutherford utilise déjà des sources radioactives pour s'en servir de particules projectives sur des sources. Donc les particules alpha, c'est en fait des noyaux d'hélium. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend une source radioactive qu'il isole par du plomb, et puis il perce, de façon à diriger les particules alpha sur une feuille d'or. Alors il prend de l'or, non pas parce que ça c'est luxueux, parce que c'est un matériau qu'on sait assez bien travailler. Et donc il arrive à des feuilles d'or extrêmement fines, de l'ordre du micromètre à peu près, et il les bombarde avec des particules alpha. Et il met un détecteur autour, et il remarque quoi? Il remarque en fait que quasiment toutes les particules traversent tout droit. Et donc il se dit, en fait, le modèle précédent, ça ne peut pas marcher. Parce que si je bombarde ça avec des particules, normalement, je ne dois pas trouver qu'il y en a la grande majorité qui vont traverser. Je dois trouver qu'il y en a plein qui vont être au contraire, qui vont être éjectés sur les côtés, au-dessus, en dessous, etc., comme une boule de billard un petit peu. Donc ce qu'il en déduit Rutherford, c'est qu'en fait, dans les atomes qui constituent la feuille d'or, en fait, c'est majoritairement du vide. Et ces quelques rares particules qui rebondissent quasiment, elles ont dû heurter en fait des zones où la densité de matière devait être très forte, où les masses devaient être très fortes. Donc Rutherford, il conclut quoi? Il conclut qu'en fait, un atome, c'est majoritairement constitué de vide, et toute la masse va être concentrée en une toute petite zone que j'appelle le noyau. Voilà. Alors ce modèle, il va être, complété quasiment de façon à la même époque, de façon concomitante, il va être complété par Bohr, qui va encore un peu plus loin. On assiste à l'époque à la naissance de la physique quantique. Donc vous voyez que tous les domaines, j'ai envie de dire, un peu s'entremêlent, physique quantique, radioactivité, voilà. Et il propose la quantification du moment cinétique comme étant un postulat qui amène à une conclusion assez directe, là aussi l'exercice que nous avons fait en PCSI, qui amène à la quantification du rayon. Alors c'est vrai que là ça ne ressort pas bien, mais donc il propose des trajectoires circulaires pour l'électron, avec au milieu toute la masse quasiment de l'atome. Et au milieu, donc c'est le noyau. Et ça a quelque chose, un grand succès, parce que ce modèle-là permet d'expliquer en fait les spectres d'émission des atomes, et notamment les spectres d'émission de raies. On ne savait pas pourquoi il y avait des spectres de raies et des spectres continus. Maintenant on sait. Et Bohr, il propose une explication, il dit en fait la lumière émise par un atome, lorsqu'il est excité, c'est tout simplement une transition de l'électron depuis une orbite sur une autre orbite. Voilà. Et à ça, on associe donc l'énergie Hν du photon, et puis on retrouve en fait les longueurs d'onde des spectres d'émission pour l'atome d'hydrogène. Donc on se dit, super, on commence à tenir vraiment un modèle qui commence vraiment à tenir la route. Alors, on sait aujourd'hui que les trajectoires des électrons, ça n'a pas de sens. Ok, on verra ça un petit peu plus tard dans l'année. On va voir qu'en fait, il s'agit de probabilité de présence et qu'on ne peut pas parler de trajectoire en fait, à l'échelle atomique. Mais ce modèle, comme tous les modèles, il a ses échecs, mais il a aussi du coup ses succès. Et donc,
pour cette époque-là, on a quand même quelque chose de très intéressant qui va perdurer et qui est d'ailleurs le modèle qu'on enseigne dans les classes de collège et de lycée. Alors, on va arriver maintenant à l'époque qui concerne un peu plus celle du film. Donc, vous voyez que le modèle de représentation des atomes a considérablement évolué déjà par rapport au début de notre périple, de notre voyage. Et donc on a vu l'importance d'une particule comme l'électron, qui a suscité pas mal d'expériences, pas mal de choses. La physique nucléaire, on va le voir, va être très impactée, on va dire, par la découverte d'une particule qui est le neutron, dont il est question notamment dans le film. Donc ça, c'est l'œuvre de Chadwick en 1932. Et puis on va trouver donc une science assez foisonnante, j'ai envie de dire. Donc on est dans la continuité de toutes ces découvertes. Voilà, la naissance de la physique quantique, la découverte de la radioactivité, les modèles de Bohr, etc. On commence vraiment, vous imaginez le coup d'accélérateur connu en l'espace de 20 ans. Donc ça tient en à peine 20 ans. Donc on est vraiment sur une accélération des découvertes dans le domaine de l'atome. Et alors il y a beaucoup de scientifiques, je ne vais pas tous les nommer bien sûr, j'en ai cité quand même quelques-uns dont il est question dans le film, bon, Oppenheimer bien sûr, mais il est question aussi, si vous prêtez l'oreille, de Leo Szilard à un moment donné, de Enrico Fermi, que Oppenheimer rencontre à Chicago notamment, on en reparlera, mais d'autres moins connus, mais qui ont un rôle très très important dans l'histoire de ces découvertes, c'est Liv Meitner et Otto Hahn, qui ont découvert probablement les premiers, alors après, je ne rentre pas dans les polémiques, le premier ou pas, mais probablement en tout cas, on peut leur attribuer cette découverte, c'est la possibilité théorique de faire fissionner des atomes d'uranium, des noyaux d'uranium. Ça, on le doit à Meitner et Otto Hahn. Alors, Liv Meitner, quand même, pour la petite parenthèse, je ne peux pas m'empêcher de faire une parenthèse, très très grand scientifique, qui n'a jamais été nobélisé, malgré une découverte quand même extraordinaire, tout simplement, probablement, parce que c'était une femme. Voilà. Donc, il faut quand même, voilà, juste pour la petite histoire, donc c'était une étudiante brillante, elle a été, après avoir soutenu sa thèse, autorisée à continuer à fréquenter l'université, seulement autorisée, mais à condition quand même que son bureau soit en sous-sol. Voilà à peu près les conditions dans lesquelles... Voilà. Bon, ça, c'est pour la petite parenthèse. Donc, tous ces scientifiques étudient donc ces possibilités. Pour l'instant, on est sur de l'aspect théorique, on n'a pas la technologie encore pour vérifier tout ça. Et très vite apparaît quand même la possibilité d'une réaction en chaîne. Et c'est ça qui va déclencher toutes ces recherches et les moyens colossaux, notamment, que vous avez pu voir dans le film sur Oppenheimer. Alors, on va voir que l'énergie des enjeux sur les réactions nucléaires, elle repose sur une notion, c'est la notion du défaut de masse. Alors, le défaut de masse, en fait, vous en avez déjà entendu parler sans le savoir. Alors, la diapo est un peu chargée, mais vous allez voir qu'en fait, c'est juste pour que vous voyez un petit peu les calculs. C'est la formule E égale mc2. Derrière ça. La formule E égale mc2, vous la connaissez, l'équivalence entre masse et énergie, découverte par Einstein et probablement d'autres. Ce n'est pas le seul à avoir émis cette équation-là. Mais elle a un rôle central, en physique nucléaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on pèse, j'ai pris l'exemple d'un noyau d'hélium, donc 2 protons, 2 neutrons, ok, en rouge les neutrons, en bleu les neutrons, en rouge les protons. Si on pèse un noyau d'hélium, en fait, il est plus léger que la somme des masses des 2 neutrons séparés et des 2 protons séparés. Voilà. Alors, masse des neutrons et des protons qui nous donnent, mais bon, peu importe. J'ai la masse du noyau d'hélium, la voilà. Ok? Et la somme des masses des protons et des neutrons séparés, la voilà. Alors vous allez me dire, c'est quasiment pareil. Regardez, ça fait un défaut de masse de 0,05, 0,6, 10 puissance moins 27 kg. Vous allez me dire, c'est évident, c'est absolument rien.
Sauf que ça, je multiplie par C carré. Delta E, ça fait delta M C carré. 4,55, 4, 10 moins 12 joules. Vous allez me dire, on est encore très très bas. Je vous rappelle que quand vous courez sur le stade à une vingtaine de km/h, votre énergie cinétique, c'est de l'ordre du millier de joules. Donc 10 moins 12 joules, vous allez me dire, mais franchement, on s'en fiche. Sauf que ça, c'est pour un noyau d'hélium. Donc si vous prenez une mole d'hélium, c'est rien. Vous allez me dire, c'est absolument rien. Une mole d'hélium, c'est 4 grammes. Donc c'est que dalle. Vous prenez une mole d'hélium, 6,02 10 puissance 23 noyaux dedans. Vous multipliez par cette énergie-là, vous obtenez 2,74 10 puissance 12 joules. Donc une énergie absolument colossale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est l'énergie que vous allez devoir injecter dans le noyau d'hélium pour le séparer en ces deux protons et deux neutrons. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette masse qui a, semble-t-il, apparu ou disparu, selon le sens dans lequel on travaille, ben en fait, ça n'est ni plus ni moins que de l'énergie. Donc, je suis en train de vous dire que cette masse plus cette énergie est égale à cette masse. Voilà finalement ce que ça fait. Ok? Donc, si vous travaillez dans l'autre sens, évidemment, ben, vous allez avoir cette même énergie, mais qui va au contraire d'être consommée, qui va être libérée. Ça, c'est le défaut de masse, en fait. Voilà ce qu'on appelle le défaut de masse du noyau. Alors, la masse manquante d'un noyau, okay, si on travaille dans ce sens, ça veut dire que dans le noyau, il y a de la masse qui a disparu par rapport aux particules qui le composent. Ben, en fait, c'est tout simplement de l'énergie. Et c'est l'énergie qu'il faudrait lui donner pour le séparer en ces particules. C'est ça le défaut de masse. Ok? Donc en fait, il faut vous dire que dans ce delta, ben, vous ne mettez pas une masse, si vous voulez, vous mettez cette énergie-là. Voilà. Vous la divisez par C carré, et vous allez récupérer la masse des constituants. Ok? Alors ben, ça, évidemment, c'est quand même quelque chose de très intéressant d'un point de vue énergétique. Et c'est ce qui va motiver en grande partie les recherches sur, en dehors de la connaissance pure, c'est ce qui va motiver en grande partie aussi les recherches sur l'uranium. Alors j'ai mis comme exemple des réactions de fission de l'uranium. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs réactions, plusieurs produits possibles, puisque souvent on parle de désintégration de l'uranium, mais on devrait parler de désintégration au pluriel. En fait, l'uranium, il ne se désintègre pas en une seule série de produits. Non, il y a plusieurs séries. Alors l'uranium 235, c'est celui qui est le plus intéressant d'un point de vue fissile, j'ai envie de dire. On le bombarde avec un neutron, donc il se transforme temporairement en uranium 236, okay, conservation du nombre de masses. Et puis il va se désintégrer ensuite dans des noyaux plus légers, le krypton et le barium notamment, et produire 3 neutrons. Alors ça c'est une réaction possible. Une autre réaction possible, il y en a plusieurs, il y en a 6 ou 7. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Une autre possible, donc on bombarde le noyau d'uranium par un neutron, toujours pareil, il se transforme temporairement de façon très furtive en uranium 236, et il se sépare ensuite en ces différents noyaux, du strontium, du xénon, et à nouveau production de neutrons. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, on peut se donner une image. Ça, c'est le noyau d'uranium au départ. On le bombarde avec un neutron. Ça, on peut imaginer que c'est comme une goutte liquide. Et en fait, ce neutron, donc, il va être absorbé par la goutte, il va la déformer de par l'énergie qu'il lui a apportée, l'énergie cinétique. Et en fait, cette ellipsoïde, elle va se séparer du coup en 2 morceaux au final. Donc, elle va continuer de se déformer jusqu'à se séparer en fait en 2 morceaux qui sont les produits de la fission. Ok? Et ça, c'est plus stable d'un point de vue énergique que ça. Ça veut dire que là, la masse, elle est plus faible qu'ici. Donc on a créé un défaut de masse. Donc s'il y a un défaut de masse, ben, il y a une énergie.
Et ça, c'est ce qui va évidemment être intéressant à récupérer. Alors j'ai pris dans ce second exemple, là, cette réaction-là, j'ai calculé donc le défaut de masse associé à cette réaction. On trouve un delta M de moins 0,3295, 6,27 kg. Alors le moins atteste que ici, tout ça, bah, c'est plus léger que ça. Ok? Donc ça veut dire que si je veux rééquilibrer entre guillemets les choses, eh ben, ça veut dire que là, il y a de l'énergie qui est partie, qui était là, et qui est partie vers le milieu extérieur. Le défaut de masse associé à cette réaction, ben, le voilà, c'est moins 2,9655 10 moins 1 joule. Le moins, donc, qui atteste que l'énergie a été perdue par le système, qui est le noyau d'uranium. Et cette énergie, elle a été expulsée du noyau d'uranium vers le milieu extérieur. Donc, je vous le dis souvent, c'est comme sur les comptes en banque. Okay, ce qui est moins, c'est sorti, ce qui est plus, c'est rentré. Donc ici, ça veut dire que le noyau d'uranium, en fait, il a perdu cette énergie-là, elle a été expulsée vers le milieu extérieur. Alors, si on prend une mole d'uranium, c'est à peu près 235 grammes. Alors évidemment, vous allez me dire, ben là, vous prenez 235 grammes d'uranium pur, donc c'est difficile à obtenir. Ça fait une énergie dégagée de 17, à peu près 18 puis 10 puissance 12 joules. Alors, je vous ai mis un petit ordre de grandeur, je n'ai pas pu résister. Si je roule à 40 km/h sur mon vélo, bon déjà ça veut dire que je suis en très très grande forme et que probablement la route descend un peu. Ça fait une énergie de l'ordre de 5000 joules. Donc c'est 10 puissance 12 joules, c'est absolument colossal. 10 puissance 13 joules. Ok ? Donc cette énergie, il y a évidemment, aujourd'hui principalement deux utilisations. C'est l'énergie civile, bien entendu, donc production d'énergie pour l'utilisation civile, et l'utilisation qui en est faite dans le film Oppenheimer, donc à destination d'une arme nucléaire. Alors, on peut essayer maintenant un peu de comprendre quand même cette énergie-là, comment elle se répartit en fait. Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a de l'énergie, mais en fait, encore faut-il la récupérer et la mettre à profit pour, je le rappelle, cette histoire de réaction en chaîne. C'est-à-dire que ces neutrons, on va s'en servir maintenant pour bombarder à nouveau d'autres noyaux d'uranium. C'est ça le principe de la réaction en chaîne. C'est de se dire, ben moi en fait, je lance le premier domino, mais après, l'effet va s'auto-entretenir. Et donc, une fois que la production est lancée, hop, c'est parti. Ces neutrons-là vont venir percuter d'autres noyaux d'uranium, etc., et fabriquer d'autres neutrons qui percuteront d'autres noyaux, etc., etc. Alors, pour ça, donc c'est un noyau d'uranium fissionné, ça libère à peu près 200 mégaélectronvolts. Donc vous aurez compris que quand on est avec du 10-12 joules, etc., bon, c'est quand même pas hyper pratique comme unité, le joule, c'est bien pour ce qui est à l'échelle macroscopique, mais à l'échelle microscopique, c'est pas très pratique. Donc on utilise plutôt cette unité-là, l'électronvolt, un électronvolt étant en fait 1,6 10-19 joules. Alors on pourrait expliquer le lien avec la charge élémentaire, mais c'est pas l'objet de cet exposé. Alors ces 200 mégaélectronvolts expulsés, j'ai envie de dire, comment ils se répartissent? Il y a 85% de cette énergie, en fait, c'est donné sous forme d'énergie cinétique au produit de la fission. Ça, c'est 85%. 15% à peu près, c'est de l'énergie que j'ai envie de dire quasiment perdue, à savoir, aujourd'hui il y a des processus évidemment pour la récupérer quand même, mais c'est des rayonnements gamma, c'est-à-dire des photons de haute énergie, c'est des émissions diverses de particules ou d'antiparticules, enfin voilà. Alors c'est pas perdu au sens, on la récupère, on en fait quelque chose, on laisse pas ça partir dans la nature, mais c'est pas vraiment ce qu'on va essayer de valoriser. Par contre, cette énergie-là, ça veut dire que les noyaux émis, donc par exemple ceux-là, qui sont ici, les noyaux de krypton, de barium, vous voyez que c'est quand même des noyaux assez lourds, notamment par rapport aux neutrons. Donc c'est des noyaux qui sont très lourds. Donc leur vitesse, de l'ordre de 10 000 km par seconde, elle est quand même évidemment plus faible
en moyenne que celle des neutrons. Les neutrons, c'est des particules relativement légères par rapport au noyau. Donc, si on leur donne une certaine énergie, ils vont accélérer évidemment plus facilement que des noyaux lourds. Le principe de l'inertie dont on a déjà parlé. Sauf que, et c'est là que ça devient un peu plus technique, le problème c'est que le neutron incident, pour qu'il déstabilise correctement entre guillemets le noyau d'uranium, il ne faut pas qu'il arrive trop vite. Parce que s'il arrive trop vite, un neutron c'est une particule quand même entre guillemets assez massive du noyau, hein, c'est quand même eux qui composent la masse du noyau, avec les protons, c'est quasiment la même masse qu'un proton. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je l'envoie trop vite sur le noyau d'uranium, en fait il va venir percuter le noyau d'uranium et il va repartir. Ça c'est si la vitesse est trop importante. Et si la vitesse est trop faible, en fait il risque de ne pas se passer grand chose. Le neutron il va s'approcher timidement du noyau d'uranium, il peut éventuellement être capturé, il peut lui arriver diverses choses, mais a priori il ne va pas suffisamment le déstabiliser pour entraîner derrière une fission. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'ordre de grandeur qui est calculé, alors tout ça, ça se calcule, bien entendu, il y a des probabilités derrière, des probabilités de rencontre, et des probabilités que le choc soit efficace, parce qu'il ne faut pas seulement lui donner la bonne vitesse, mais aussi lui faire arriver correctement, on va dire, sur le noyau. Alors l'ordre de grandeur, c'est 2200 mètres par seconde. Donc vous voyez, on est très loin de la vitesse à laquelle sortent les neutrons après une fission. Donc ça veut dire qu'il faut les ralentir. Et ça, c'est les calculs dont il parle justement dans le film, Oppenheimer, quand il dit que mais est-ce que ça va s'emballer, pas s'emballer, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin bref, il va falloir modérer ça. Et il parle à un moment donné d'eau lourde. Il parle de ça. L'eau lourde, c'est quoi? C'est une eau qui est très riche en deutérium, qui est de l'hydrogène 2, d'accord? C'est un isotope de l'hydrogène, et qui est susceptible, lui, de capter des neutrons. Donc on se dit, l'eau lourde, ça va être un bon modérateur, parce qu'on va envoyer des neutrons très rapides dans l'eau lourde, et puis ça va les faire ralentir, jusqu'à évidemment à obtenir la bonne vitesse. Alors ça, c'est une première chose, effectivement, il faut contrôler la vitesse, c'est très important, et puis il faut contrôler le nombre de neutrons qu'on va générer, qui vont générer des fissions à l'étape n plus 1, et le nombre de neutrons qui génèrent des fissions à l'étape n. Alors pourquoi? Parce que si on reprend cette réaction, en fait ces neutrons-là, ils vont partir dans toutes les directions. Donc ça veut dire déjà, ils vont partir très vite, bon ça on a vu qu'on peut essayer de les ralentir, mais en plus, ils vont être captés, ces neutrons, par d'autres noyaux éventuellement. Ils vont être captés peut-être par du krypton, peut-être par du or, peut-être par du xénon, parce que tout ça, ça va se faire en même temps. Donc nous on sait qu'en moyenne, il y a à peu près 2,5 neutrons qui sont fabriqués par fission d'un noyau d'uranium. C'est une moyenne. C'est une moyenne parce qu'on voit qu'il y a plusieurs types de fissions possibles. Donc ces neutrons, ils vont partir, ils vont s'échapper, mais il y a la présence de plein d'autres noyaux en fait que de l'uranium. Et donc il va falloir quand même contrôler la population neutronique du milieu. Donc ça veut dire que globalement, ces deux paramètres, il va falloir choisir un milieu modérateur. L'eau lourde est un candidat. Voilà. Pas seulement. Alors, on peut aussi plonger des barres de plomb pour ralentir les neutrons, etc. Et ça fait ressortir quelque chose, c'est la notion de criticité. Parce que si je reprends ça, on se dit, ok, donc je vais contrôler la population de neutrons, je vais contrôler leur vitesse, mais il faut que j'accorde tout ça avec la quantité de noyaux d'uranium. Parce qu'en fait, si j'ai pas assez d'uranium à faire fissionner, qu'est-ce qui va se passer? On va faire fissionner, hop, on va produire des neutrons, ces neutrons ils vont partir un peu dans toutes les directions, et puis je vais dire, ok, j'en garde un certain nombre, etc. Et puis le problème, c'est qu'il faut que j'en ai suffisamment pour réalimenter en permanence, en fait, en permanence. Alors, au moins jusqu'à temps que la réaction s'emballe. Donc, il faut piloter en fait ce nombre de neutrons et puis le mettre en relation surtout avec la quantité de noyaux à faire fissionner. Et ça amène à un calcul de criticité qui est que, par exemple, pour du civil, donc on veut évidemment, en civil, on ne veut surtout pas que la réaction s'emballe, bien entendu,
C'est malheureusement ce qui s'est passé dans la catastrophe de Tchernobyl. Ben, on veut que ce coefficient K il soit proche de 1 en fait. Voilà. Ça c'est l'utilisation qu'on fait dans le civil. Dans le civil, on veut contrôler la réaction en chaîne, mais on ne veut surtout pas qu'elle s'enlève. Alors dans une bombe, évidemment, dans le film, bah, c'était absolument pas leur problématique. Eux, ils voulaient au contraire que la réaction s'emballe pour que ça finisse par exploser. Et ils arrivent à une masse critique qui était liée à la pureté de l'uranium dont ils disposaient. Dans le film, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils mentionnent à un moment donné une usine qui est dans une autre ville des États-Unis, je ne sais plus laquelle, qui est censée s'occuper en fait de la préparation du combustible, c'est-à-dire la préparation de l'uranium. Donc l'uranium, en fait, vous allez quand même essayer vous avez un échantillon de matériaux, vous allez essayer de l'enrichir en uranium, vous allez essayer d'enlever ce qui n'est pas de l'uranium, etc. Et en fonction de cette pureté de l'uranium, ils arrivent dans le film à une masse d'une 50aine de kilos. Donc ils en déduisent qu'il va leur falloir à peu près 50 kilos de leur combustible préparé pour arriver à, en fait, emballer la réaction. Voilà. Alors, dans l'équipe d'Oppenheimer, vous vous souvenez, il y en a un qui est un petit peu mis de côté, qui veut travailler sur la fusion. Et il dit que justement, il veut faire fusionner des atomes d'hydrogène, etc., notamment en utilisant une bombe à l'uranium, en fait, une réaction liée à une fission d'uranium. Il s'appelle Teller. Et il est un petit peu mis de côté à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde dit, écoutez, t'es bien gentil avec des histoires, mais nous on est déjà sur la fission et on va faire de la fission, de la fission, de la fission. Et d'ailleurs, Oppenheimer, à un moment donné, va le récupérer, alors qu'il veut quitter le camp de Los Alamos, il va le récupérer en lui disant, bah, écoute, ta carte libre pour faire tes recherches, et tu peux travailler, si tu veux, sur la fusion des noyaux d'hydrogène. Alors, la réaction de fusion, elle est là, donc je vous l'ai mise ici, la fusion envisagée. Donc c'est un noyau deutérium, voilà, avec un noyau de tritium. Okay, donc tout ça, c'est des isotopes de l'hydrogène. Ça, on en trouve très facilement dans les océans, c'est pas trop un problème. Et puis cette réaction de fusion, on prédit qu'elle doit donner naissance à un noyau d'hélium et à un neutrino. Alors, vous allez me dire, ok, où est l'intérêt de cette réaction? Nous, le seul truc qui nous intéresse d'un point de vue énergétique, c'est le défaut de masse. Il faut déterminer le défaut de masse associé à la réaction mise en jeu. Le défaut de masse ici, il est négatif dans ce sens-là, dans le sens de la fabrication de l'hélium, c'est-à-dire dans le sens de la fusion des deux noyaux d'hydrogène. On a un delta M qui est négatif, donc ça c'est intéressant d'un point de vue énergétique, ça veut dire que l'énergie va être libérée par la réaction de fusion, et on a une énergie ici de moins 0,4563 10 en joule. Et donc pour une mole de noyau d'hydrogène, ça fait cette énergie-là. Alors vous allez me dire, si vous avez bonne mémoire, 10 puissance 12 joules, mais ouais, c'est un peu moins quand même que là. Parce que là, on avait 17 10 puissance 12. Alors vous allez me dire, bah du coup, 2 10 puissance 12, bah, c'est moins bien, c'est presque 6 fois moins bien. Alors vous allez dire, bah ouais, c'est quand même beaucoup, c'est pas grave, sauf que 6 fois moins bien, ça fait quand même un gros facteur. Alors on va voir que, pour autant, cette réaction de fusion, elle est quand même très intéressante. Tout premièrement, parce que d'un point de vue environnement, déjà vous remarquez qu'on ne rejette pas de noyaux radioactifs. L'hélium, c'est, jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas quelque chose de très dangereux. Et le neutron, c'est facile. Alors, je vais accélérer un petit peu. En fait, ce qu'on remarque, c'est que la fusion d'hydrogène, est-ce qu'on fait de la fusion de la fission? C'est sur ça que je conclurai. Eh bien, en fait, ce qui compte, c'est pas tant l'énergie dégagée, même si c'est évidemment quelque chose de très intéressant, mais c'est la quantité d'énergie par nucléon. Et là, on s'aperçoit que quand on fait une fusion, on a une quantité d'énergie par nucléon, donc c'est tout simplement l'énergie dégagée par la réaction divisée par le nombre de nucléons mis en jeu. Et bien, je me rends compte que j'ai une énergie disponible, entre guillemets, par nucléon, qui est bien plus intéressante ici que lors d'une réaction de fission de l'uranium.
Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, quand même, l'uranium, effectivement, on maîtrise bien. Ça, on ne maîtrise pas encore, parce que bien, les noyaux d'hydrogène, ils sont tous les deux chargés positivement, et donc, vous savez bien que du coup, les rapprochés, ils n'ont pas envie d'être rapprochés. Donc, ça veut dire qu'il y a une barrière coulombienne à franchir, qui est bien plus importante dans le cadre d'une réaction de fusion que d'une réaction de fission. Donc ça, c'est quand même un paramètre très, très gênant. Donc c'est pour ça que dans le film, en fait, il envisage des conditions de très très haute pression pour arriver à confiner en fait les deux noyaux d'hydrogène. Et donc si on arrive à mettre en jeu une réaction de fusion, mais avec un peu plus de nucléons que sur un noyau d'hydrogène, eh bien on va arriver finalement à une énergie produite qui sera bien plus forte, bien plus intéressante que lors de la fission de l'uranium. Mais par contre, la mise en jeu, évidemment, est beaucoup plus compliquée dans les réactions de fusion. Donc ça, c'est une dynamique de recherche très actuelle encore. Ça n'est pas encore au point. Donc ce sera l'objet d'un exposé, peut-être dans quelques années. On verra. Voilà. Je termine là-dessus, sur l'aspect très actuel de ces recherches-là. Aujourd'hui, les modèles de représentation du noyau ont évolué. On n'est plus, en tout cas en termes de recherche, on n'est plus évidemment sur les modèles de Bohr. On entend parler de modèles de gouttes liquides, on entend parler de quarks, etc. Bref, on sait que les protons aujourd'hui ne sont pas des particules élémentaires. Les protons sont constitués d'autres particules. L'électron, par contre, lui, semble-t-il, est une particule élémentaire. Voilà. Donc ça, ce sera un autre exposé plus tard. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, bien sûr, je me ferai un plaisir d'y répondre, si je peux. J'en ai une dans le film, hein, quand ils ont l'espèce de gros saladier qui remplissent de billes. En fait, ça symbolise quoi, ces billes? Alors là, on est plus sur des éléments de film plus qu'autre chose, mais je pense que ça symbolise la masse d'uranium qu'ils arrivent à préparer pour être fissionné. Parce qu'en fait, l'uranium, lorsqu'ils l'ont extrait d'enrochement, en fait, il y en a une partie très 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 faible d'uranium dans les roches que je trouve. Donc en fait, si vous espérez, avec juste cette roche non traitée, envoyer des neutrons dessus et faire une réaction en chaîne, je vous rassure, il ne se passera a priori absolument rien. Les neutrons, ils vont être tout simplement absorbés par tout le milieu environnant et vous avez a priori une chance vraiment nulle, pour ne pas dire vraiment nulle, de provoquer une réaction en chaîne. Donc cette roche, il faut la préparer, il faut l'enrichir en uranium 235, le bon isotope, parce que certains isotopes de l'uranium vont être radioactifs, donc vont se désintégrer aussi par d'autres biais, donc vous allez perdre des noyaux un peu, entre guillemets, gratuitement. Donc en fait, il faut arriver à le préparer, cet uranium. Et je pense que dans le cadre du film, les petites billes qu'ils rajoutent sont les masses en fait, qu'ils arrivent à préparer pour être fissionnés plus tard. Moi, c'était au niveau du globe, donc de la bombe atomique. Qu'est-ce que représente en fait quand ils viennent ajouter ces sortes de grands tubes noirs? Ça représente quoi en gros? Comment elle est composée? Parce que même à un moment, ils ajoutent au centre le cœur en fait, de la bombe. De quoi elle est composée? Alors, je n'ai pas la réponse exacte à cette question-là sur les aspects technologiques, mais je pense que dans le film, ces éléments-là sont en fait les barreaux de combustible en fait, d'uranium. Pardon, je laisse l'étudiant. Dans le film, justement, et dans la réalité aussi, il y a plusieurs possibilités. On peut utiliser l'uranium et le plutonium.
Et quels sont les avantages du plutonium? Parce que dans le film, il y avait une représentation comme quoi le vase était plus petit, donc elle a besoin d'une nombreuse quantité, je présume. Et physiquement, qu'est-ce que c'est la différence? Et est-ce que c'est mieux le plutonium ou l'uranium? Alors, le plutonium, en fait, il est préparé à partir de l'uranium. Donc, le plutonium, en fait, c'est de l'uranium transformé. Donc, ça, c'est déjà un premier élément de réponse. Après, c'est toujours la même chose. Alors, j'ai pas fait le calcul pour le plutonium, mais il s'agit, en fait, de mettre en jeu un défaut de masse et de lancer une réaction en chaîne. Le principe reste le même. Après, l'énergie dégagée par la fission d'un noyau d'uranium, j'ai pas fait le calcul. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que le plutonium est préparé à partir d'uranium. Donc on reste dans l'idée qu'on va de toute façon avoir besoin du combustible uranium. Alors, les réactions de fusion de l'hydrogène, c'est celle qu'on a présentée ici. Dans le film, en fait, ils n'ont pas lâché de bombe à hydrogène. Ils ont lâché la première bombe avec de l'uranium, la deuxième avec du plutonium. Ça, dans le film, c'est ce qui est mentionné justement par le physicien Teller. Lui, il veut travailler sur ça, en fait. C'est ça qu'il veut faire. Oui. Sur la réaction de fission, qu'est-ce qui fait qu'une réaction va se faire plus qu'une autre? C'est totalement aléatoire? Alors, ça, je n'ai pas la réponse. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors, il doit y avoir des modèles qui existent, hein, honnêtement, je ne l'ai pas en tête. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, on se rend compte que les noyaux d'uranium vont donner, avec une probabilité bien plus importante, des noyaux dont les nombres de masse sont situés autour de 140 et autour de 90. Donc il y a dû avoir un modèle qui a été étudié pour ça, mais honnêtement, je ne le connais pas. Oui. J'ai vu le film il y a longtemps, mais il y a vraiment ce moment où ils attendent l'explosion là, dans l'essai. Ils ont un peu joué aux apprentis sorciers. Et ils sont pris entre l'attente, peut-être la terreur. C'est très bien fait ce moment. J'ai un souvenir très marquant dans le film. Et donc les scientifiques ont fait des calculs, des modèles. Mais tant que ça explose pas, leur essai là ils savent pas. Donc comment ils ont pu contrôler scientifiquement de ne pas déclencher quelque chose? Est-ce qu'il y a eu une prise de risque? Est-ce qu'ils pouvaient évaluer, je ne sais pas, à 99,99% ça va être ces effets-là? Ou est-ce que peut-être qu'on va tous y passer? Ils ont déclenché une force qu'ils n'avaient jamais. Tu vois le type de question de comment on les calcule ces équations et puis ça se déchaîne. Bon, pour quelque chose qui est terrible quand même, puisque après ça va être là. Je trouve que c'est très bien fait dans ce film. Dans le film, on voit sur le visage un peu, ils se disent, voilà, est-ce que ça c'était maîtrisé ou il y avait quand même un inconnu entre les équations et les effets? Ce qui est, à ma connaissance, hein, bien sûr, je n'ai pas les équations, la réponse exacte à ta question. Ce qui est sûr, bien sûr, c'est que les choses ont été quand même calculées. Ils ont été quand même en grande partie établis, tout du moins d'un point de vue théorique. Par contre, c'est vrai que ce qui est important, je pense, en tout cas moi je le prends comme ça, c'est que quand vous faites de la recherche théorique, eh bien, vous pouvez prédire tout un tas de choses, mais tant que ça n'a pas été observé, ben voilà, la physique, c'est quand même un jeu d'aller-retour entre des calculs, des modèles, etc., et la réalité. Qu'il y ait eu un calcul pour évidemment estimer la probabilité que quand même ça n'embrasse pas l'atmosphère, par exemple, comme il y a question dans le film.
Bon, je ne doute pas qu'il y ait eu des calculs de fait. Maintenant, quels ont été les modèles utilisés pour ça, je ne les connais pas. Par contre, ça soulève quand même quelque chose d'important, c'est que quand vous établissez un modèle, c'est un petit peu comme quand vous regardez des gens jouer aux cartes, et en fait, vous ne connaissez pas le jeu. Et on vous dit, ben, en fait, voilà, regarde les gens jouer, et puis essaye de trouver quelles sont les règles sous-jacentes. Quelles sont les règles qu'ils utilisent, en fait. Ben, le physicien, c'est un peu ça. Il regarde la nature, il observe la nature, il fait des expériences pour ça, et il essaye de trouver les règles du jeu. Et on trouve, parfois, on se dit, tiens, c'est pas mal, parce que ça permet d'expliquer, par exemple, bah, tiens, ce coup-là, avec tel joueur, si je prends ça comme règle, ça expliquerait pourquoi il a gagné le pli. Et puis on teste, comme ça, puis la partie se continue, et on teste notre règle du jeu. On se dit, tiens, là aussi, la règle, elle est vérifiée. Ah, le coup-là, encore, elle est vérifiée. Ah, ce coup-là, encore, quand même, ça commence à tenir la route, et on se dit, bah, tiens, on tient quelque chose d'intéressant. Et donc, on fait d'autres parties, et on essaye à ce moment-là de prédire, bah, tiens, si tel joueur joue telle carte, et que l'autre joueur joue une autre carte, ça veut dire que selon ma règle, normalement, c'est lui qui gagne. Voyons voir ce qui va se passer. Et on laisse les joueurs jouer, et on regarde. Et on se dit, ah tiens, bingo, c'est ce que j'avais prévu. Donc on se dit, bah voilà. Donc les modèles vraiment utilisés pour répondre à la question, je ne les connais pas, mais il y a toujours évidemment une part aussi d'impondérable. Est-ce qu'on a tenu compte de toutes les interactions? Est-ce qu'on n'a pas négligé des termes qui n'auraient pas dû l'être, etc. Oui. Ça, pour l'embrasement d'atomes, je ne sais pas. Je ne sais pas si cette hypothèse a été estimée aujourd'hui à nouveau, ou si ça reste d'actualité ou pas. Je pense que dans le cadre de la maîtrise de la population neutronique, je pense que ça, c'est quelque chose qui est dorénavant bien maîtrisé. Et à mon avis, on doit pouvoir peut-être donner des estimations de quel devrait être ce coefficient-là pour que l'atmosphère s'embrase, et de montrer que c'est peut-être quelque chose d'inaccessible ou quoi, je ne sais pas. Je dis ça, mais là, c'est mon point de vue, je ne sais pas. On me fait signe, donc on va clôturer là-dessus. Je vous remercie. Merci. Et je vous dis à très bientôt.